Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre pour la préparation au BIA. Ce chapitre portera sur la météorologie et aérologie. J'ai divisé ce chapitre en deux parties. La première partie, nous verrons notamment l'atmosphère. On verra donc tous les savoirs associés qui concernent l'atmosphère. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça m'étonnerait d'ailleurs. C'est un film avec Arletty qui s'appelle Hôtel du Nord, qui se passe près du canal Saint-Martin à Paris. Si jamais un jour vous avez la possibilité de vous promener, ce que je vous souhaite, allez-y, c'est plutôt sympathique, notamment le canal Saint-Martin. Bref, revenons à nos moutons. Cette partie-là portera sur l'atmosphère, et puis on verra également tout un développement sur le vent. Et voilà, la prochaine fois, on verra tout le reste, ça fera l'objet de la deuxième partie. Donc sans plus attendre, commençons. L'atmosphère, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre, et on peut estimer que cette couche est à peu près de 500 km. Bon, on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Ça, tout le monde le sait, ou à peu près, 78% de diazote, 21% de dioxygène, et puis voilà, 1% de gaz, et notamment du dioxyde de carbone, du méthane, de l'ozone, et tous ces différents composants, même s'ils ont un faible pourcentage, ils participent largement au réchauffement climatique. On rajoutera également qu'il peut y avoir de la vapeur d'eau, tout dépend si l'air est humide ou sec, mais ça fera l'objet du prochain chapitre. Alors, simplement, histoire d'avoir une image un peu plus claire là-dessus, imaginez la Terre avec un diamètre de 12 800 km. L'atmosphère, vous voyez, c'est cette espèce de toute petite couche, donc c'est vraiment quelque chose qui est relativement fin. Et il faut aussi se rendre compte que l'épaisseur de ce trait, qui fait à peu près 30 km d'épaisseur, eh bien, en fait, il regroupe 99% de l'atmosphère, puisque finalement, après, eh bien, l'air est très, 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 très peu dense, donc comme on va le voir maintenant. Alors, cette enveloppe est constituée de 4 couches principales. Voilà, l'exosphère, bon, on n'en parle pas, c'est plutôt dans toutes ces 4 couches-là que se regroupent finalement les quatre couches de l'atmosphère. La première couche, la plus haute, c'est ce qu'on appelle la thermosphère, donc qui monte jusqu'à 500 km, comme on l'a déjà vu. Et c'est justement le siège des aurores boréales, polaires, etc. C'est également dans cette couche que se trouve la station spatiale internationale et des satellites, donc en orbite basse. À ce propos, en parlant de station spatiale internationale, vous savez que Thomas Pesquet se prépare pour partir dans sa mission Alpha. Donc, il va rester 6 mois dans la station spatiale internationale. Il va conduire une bonne centaine d'expériences, et son départ est prévu pour le 22 avril, c'est-à-dire très très bientôt. Ensuite, on passe dans la mésosphère. Donc, vous voyez qu'ici, il y a encore une épaisseur qui est non négligeable. On verra un petit peu cette courbe ici, qui est la courbe de température. On va commenter ça tout à l'heure.
également, on verra également la pression, hein, et puis ça, ici, vous avez sur cet axe-là, vous avez les altitudes. La stratosphère, donc la stratosphère, c'est notamment la couche qui contient la couche d'ozone, celle qui nous protège du rayonnement solaire. Et on sait très bien qu'il y a quelques années de ça, on parlait du trou dans la couche d'ozone, qui effectivement participait grandement au réchauffement climatique. Et enfin, la dernière zone, c'est la troposphère. Eh bien, c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement parce qu'en fait, c'est ici que tous les phénomènes météorologiques se produisent. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment super important, vous voyez, donc les nuages, etc. Donc, voilà, tout ça, on verra un petit peu toutes les perturbations météorologiques dans le prochain chapitre. Cette couche-là nous intéresse aussi à plus d'un titre, parce qu'effectivement, c'est dans cette couche que se produit la plupart des vols, hein, donc les vols commerciaux, etc., donc évoluent dans cette couche-là, à l'exception d'un certain nombre de vols, comme par exemple les vols supersoniques. Donc ici, eh bien, vous avez sur cet axe-là est représentée la pression, donc en hectopascal. On verra que cette pression au niveau de la mer est de 1013,25 hectopascal. Et donc, petit à petit, cette pression, elle diminue. Pourquoi? Parce que eh bien, l'air est de moins en moins dense. On verra d'ici quelques minutes. Donc, quelques informations, je vous donnerai quelques informations concernant la pression. Si on regarde maintenant cette courbe mauve sur la température, donc là encore, la température standard au niveau de la mer est de 15 degrés Celsius. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on avance ou que l'on monte dans la troposphère, eh bien, on a une évolution de la température pratiquement en ligne droite, comme ceci, et on atteint donc, lorsqu'on arrive à la fin de la troposphère, on atteint des températures relativement freezing, hein, si on peut dire, donc de moins 56 degrés Celsius. Ensuite, cette température, elle reste à peu près constante, puis ensuite, elle va donc augmenter légèrement pour atteindre quelque chose comme 0, moins 2 degrés dans cette zone-là. Et puis ensuite, il y a dans la mésosphère, il y a un franc abaissement de température pour augmenter encore. Et pourquoi est-ce qu'elle va augmenter la température? Parce que finalement, il n'y a plus d'atmosphère, plus rien qui protège finalement des radiations du rayonnement solaire. Et donc, effectivement, dans cette zone-là, la température peut atteindre des valeurs donc très, 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 très élevées. Alors, maintenant, d'autres choses qu'il faut avoir conscience, c'est qu'entre ces 4 couches, eh bien, il y a des séparations. Donc, la troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère. Eh bien, entre ces couches-là, il y a des séparations et on appelle ceci, donc par exemple, la première séparation entre la troposphère et la stratosphère, la tropopause. Et ensuite, la stratopause et enfin la mésopause. Voilà pour ces différentes séparations. Donc, il peut y avoir parfois des questions, justement, qui concernent, je veux dire pour l'examen du BIA, qui concernent ces parties-là. Petite diapo. Ah oui, au fait, ça me fait penser que j'ai dû vous donner le cours sous forme PDF. Effectivement, au fur et à mesure que se déroule cette vidéo, eh bien, vous devez compléter ce cours. Voilà. Si vous n'avez pas suffisamment de temps pour le compléter, n'hésitez pas à pauser cette vidéo et puis à reprendre une fois que vous avez bien compris ceci.
Donc là, c'est une image simplement que vous pourrez regarder un petit peu plus, hein, faire une pause là-dessus pour voir un certain nombre de détails dont je n'ai pas parlé. Si on reprend ça, donc le nom de la couche est ici. Vous allez avoir donc les hauteurs, donc en kilomètres. Et puis donc ici les gradients. Hein. Donc vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit qu'entre le sol et puis la tropopause, donc en fait l'évolution de la température était plus ou moins linéaire, hein, pratiquement linéaire. Vous voyez le gradient thermique, donc, ou la différence de température finalement par 1000 mètres, eh bien, est de moins 6,5 degrés Celsius. On aura l'occasion d'en reparler. Ne retenez pas pour l'instant cette valeur. Mais vous voyez que dans ce tableau, il y a un certain nombre d'informations que vous allez retrouver par la suite. Alors, l'atmosphère standard, donc on a besoin de, parce que cette atmosphère, il est finalement en constante évolution, donc on a besoin, à un moment donné, d'avoir des valeurs de référence. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle l'atmosphère standard. C'est bien sûr l'OACI qui a défini tout ça. Et donc elle a défini au niveau de la mer des valeurs moyennes. Et ce sont ces valeurs-là qui sont donc qui forment finalement ce qu'on appelle l'atmosphère standard. Donc la pression est de 1013,25 hectopascal, la température est de 15 degrés Celsius, le taux d'humidité au niveau de la mer est de 0,0%, donc il n'y a pas de vapeur d'eau. En tous les cas, c'est cette valeur plus ou moins théorique, hein, du moins du taux d'humidité. Et la masse volumique est de 1,225 kg par mètre cube. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez un cube de 1 mètre de côté, hein, donc c'est quand même relativement balèze. Et ben, si on le soulève, il ne fera que... Il est quand même pesant, hein, il est pesant de 1,225 kg. Et finalement, la pression, ça correspond à cette colonne d'air que l'on a au-dessus de notre tête. Alors, il est évident que plus on monte, eh bien, moins il y a de poids sur la colonne, sur notre tête, et donc cette colonne d'air, elle est de plus en plus petite, et donc la pression, évidemment, elle diminue. Alors, justement, puisque nous parlons de la pression, ben, essayons d'analyser ou de donner de plus amples informations là-dessus. L'unité de la pression atmosphérique, ça sera le pascal, mais nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse surtout, c'est les hectopascales. Donc, vous voyez, un pascal correspond à 10-2 hectopascal. Les unités de mesure, bah, c'est le baromètre, et donc bah, vous voyez ici, vous avez quelque chose qui n'est pas, enfin qui est loin d'être linéaire, mais malgré tout, on considérera que dans certaines zones, on va pouvoir linéariser un certain nombre de zones. Bah, par exemple, du sol jusqu'à 2 km, bah, on va dire que, tiens, ça là, ça pourra être linéarisé. Donc, on va voir un petit peu les valeurs. Donc, bah, justement, la voici, hein, cette valeur. Donc, on estime que la pression, elle diminue de 1 hectopascal tous les 8,5 mètres ou 28 pieds. Donc, dans les basses couches, comme ceci. Donc, voilà, on estime que cette partie-là est plus ou moins linéaire. Hein, et donc, on va, voilà, à chaque fois qu'on monte de 28 pieds, eh bien, la pression, elle va diminuer de 1 hectopascal. Cette pression, eh bien, elle est loin d'être
enfin comment dire, elle est loin d'être constante, hein, et elle va varier, comme on vient de le voir, en fonction de l'altitude, mais aussi en fonction de la nature du sol, en fonction d'un certain nombre de paramètres. En tous les cas, on peut arriver à donc représenter des cartes de cette façon, et sur ces cartes, on peut représenter des courbes dont chaque point a la même pression. Donc, ces courbes sont appelées des isobars. Donc, par exemple, cette courbe-là, eh bien, c'est la courbe qui est à 1000 hectopascales. Donc, vous voyez qu'ici, eh bien, vous avez quelque chose, vous voyez, par exemple ici, la pression est à 1010 et puis petit à petit, elle va diminuer jusqu'à arriver à ce centre-là. De même, là, il va se passer le phénomène inverse. Les pressions vont augmenter pour arriver à ce centre-là. On va voir justement que ces centres s'appellent donc à la fois la dépression et puis l'anticyclone. Alors ben justement, c'est le bon moment pour parler de ça. En météorologie, on appelle une dépression un centre de basse pression. Donc, basse pression, ça veut dire inférieur à la pression standard. Donc on le notera donc D pour dépression ou L pour low pressure, par exemple. Parfois d'ailleurs c'est même noté B, hein, basse pression tout simplement. Dans ces zones, le vent est plutôt fort, le temps est mauvais. Voilà, donc quand on entend la météorologie nationale nous dire qu'une dépression se déplace, etc., en principe, c'est pas très bon signe. Un anticyclone, eh bien, lui, au contraire, c'est un centre de haute pression. On entend souvent parler que, eh bien, notamment l'été, hein, il y a l'anticyclone des Açores qui s'est installé et qui ne bouge plus, et donc qui amène finalement le beau temps sur notre pays. Il y a aussi d'autres noms, hein, dont il faut avoir connaissance, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un col? Voilà, c'est une zone de champ de pression qui marque une inversion de sens de l'évolution de la pression. Donc, on va tout de suite voir ça en détail. Vous voyez qu'ici, par exemple, hein, donc l'anticyclone, il est ici. On a un autre anticyclone qui est là. Hein. Vous voyez qu'ici, la pression, donc elle est haute, hein, haute pression, anticyclone, haute pression. Ici également. Et puis, petit à petit, elle va diminuer. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle remonte pour arriver à nouveau à un centre de haute pression. Et bien justement, cette différence-là, lorsqu'il y a une inversion des pressions, on appelle ça un col. Autre chose, donc un marais barométrique, c'est la pression elle évolue peu, hein, il y a une grande zone comme ceci, comme celle-là, là, par exemple, où la pression elle est quasiment constante. Bon, alors dans ces conditions-là, ben, les vents ils sont faibles et puis en principe, ben, c'est quand il y a du mauvais temps, bien, ce mauvais temps il va persister pendant un certain nombre de temps. Puis après, vous avez deux lignes qui marquent à la fois la dorsale et à la fois ce qu'on appelle aussi un talweg. Donc c'est à la fois cette dorsale et ce talweg se déplacent dans cette zone-là. La dorsale, c'est une avancée des hautes pressions vers les pressions les plus basses, alors que le talweg, c'est une avancée, donc plutôt des basses pressions vers les pressions plus hautes. Voilà, c'est des noms également. On peut très bien vous donner le jour du BIA, on peut très bien vous donner une carte comme ça, et puis vous dire, voilà, quelle est la courbe qui représente le talweg ou la dorsale, ou comment s'appelle cette zone, un marais barométrique, où se situe un anticyclone, où se situe une dépression, etc. Alors, donc, comme on l'a vu pratiquement au début, je vous en avais parlé, je vous avais dit que justement, dans la troposphère, la température, elle diminuait de 6,5 degrés
donc tous les 1000 mètres, hein, ou 2 degrés Celsius tous les 1000 pieds. Donc ça, c'est des valeurs également qui peuvent vous être posées. On peut vous dire, voilà, on monte 2000 mètres, la température est censée diminuer de combien de degrés? Voilà, on peut éventuellement vous poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des variations, hein, des variations donc, de température? Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Hein. Voilà, vous regardez cette image. Vous la retrouverez d'ailleurs dans votre cours. Vous prendrez un petit peu du temps pour ça. Bon, c'est quelque chose qui est connu et que vous avez déjà vu certainement de multiples fois. Il y a aussi des variations locales. Donc là encore, suivant la nature du sol, eh bien, la température, il va y avoir des variations de température. Par exemple, lorsqu'on passe au-dessus d'une forêt ou lorsqu'on passe au-dessus d'un champ de blé ou d'une étendue d'eau, eh bien, forcément, il va y avoir donc l'énergie thermique ne sera pas la même. Il va y avoir des échanges thermiques qui vont se produire entre les différentes masses et donc créer des mouvements d'air. Alors, c'est ce que justement j'ai essayé de développer dans cette partie-là. Hein. Donc, au contact des zones chaudes, d'accord ? Zone chaude, par exemple, c'est le cas d'une ville. Hein. Une ville, ben, forcément, ça dégage de la chaleur. Hein. Un champ de blé, j'en parlais justement. Hein. Et bien là, il va y avoir de l'air chaud. Et si cet air chaud, eh bien, la caractéristique de cet air chaud, c'est que sa masse volumique va diminuer. Et si elle diminue, eh bien, à ce moment-là, elle va être plus légère et elle va donc s'élever. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, eh bien, lorsque cet air chaud va monter, eh bien, il va être remplacé par de l'air froid. Donc, il va y avoir, vous voyez, des masses d'air en mouvement. Également, on va pouvoir se rendre compte que ici, au-dessus d'une forêt, il va y avoir donc de l'air qui va se déplacer également. Transfert thermique, trois modes différents. On les retrouve ici sur cette image, plutôt bien faite, ce qu'on appelle du rayonnement, de la conduction, de la convection. Qu'est-ce que c'est que ces trois modes? Le premier mode, c'est le mode qu'on appelle le mode aussi sans contact, hein, c'est le rayonnement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des propagations d'ondes électromagnétiques, et c'est essentiellement des infrarouges, et c'est justement c'est ce que l'on reçoit finalement du Soleil. Hein. Ce sont des ondes électromagnétiques, des ondes infrarouges que nous renvoie le Soleil et qui réchauffent notre atmosphère. La convection, c'est ce qu'on appelle aussi le mode de transfert par brassage d'un fluide. Quand on dit fluide, c'est à la fois du liquide ou du gaz, hein, ça peut être soit l'un soit l'autre, hein, bien sûr. Et en tous les cas, cet échange-là, ce mode d'échange, eh bien, il implique un mouvement. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement des mouvements d'air. Et enfin, le dernier mode, c'est ce qu'on appelle la conduction. C'est chaque fois qu'il y aura un contact. Donc, par exemple, ici, je tiens, par exemple, cette casserole. Eh bien, si cette casserole ici est chauffée, eh bien, voilà, il va y avoir des échanges thermiques à travers les matériaux, hein, à travers la matière, comme c'est indiqué ici. Quelques exemples hein, pour imager un petit peu tout ça. Voilà, là encore, je ne vais pas m'étendre et faire des commentaires là-dessus. Vous regardez ceci, vous prenez un petit peu du temps, vous retrouvez tout ça dans votre cours. Inutile de rendre cette vidéo trop longue. Par convection, dès l'instant où il y a des nuages, eh bien, les rayons sont bloqués. Hein, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'air chaud va monter tout simplement. Il va y avoir donc
des masses d'air qui vont monter. Donc, c'est exactement ce qui va se produire là. Et puis, aussitôt qu'on va échapper le nuage, eh bien, l'air va être à nouveau, comment dire, il va être, en tous les cas là, il va être refroidi hein, dès qu'il touche le nuage, il va redescendre, etc. Il va se produire donc des mouvements, pas tourbillonnaires, mais en tous les cas des mouvements d'air. Il faut avoir conscience. La conduction, eh bien, chaque fois que lorsqu'une masse d'air, par exemple, chaude et humide, comme celle qui est le cas, par exemple, lorsqu'il y a une étendue d'eau, bien, si elle se refroidit au contact de la Terre, hein, imaginons que la Terre ici soit froide, hein, c'est le matin, il a fait très froid la nuit, comme ceci, eh bien, il va y avoir, donc, par phénomène de condensation, il va y avoir donc des brouillards de la brume qui va s'installer. Les vents, donc voilà, hein, donc on arrive à une partie qu'on avait, on avait un petit peu aussi, dont on avait un petit peu parlé aussi. Hein. Alors, le vent, l'importance des vents en aéronautique, inutile de vous dire combien le vent est important. Hein. C'est un élément qui est forcément essentiel. Hein. Non seulement sa direction, sa vitesse, mais aussi ses variations. Eh bien, elles sont indispensables parce qu'elles vont nous permettre de déterminer les meilleures conditions de vol, que ce soit pour les phases de vol ou pour la sécurité. Hein. On sait très bien, hein, quand on s'est déplacé sur le terrain, on sait très bien qu'on va décoller face au vent et qu'on atterrira également face au vent aussi. Les unités de mesure, c'est le nœud, hein, le nœud qui vaut 1,852 km/h. L'unité, enfin plutôt l'instrument de mesure de la vitesse du vent, c'est l'anémomètre. Et enfin, un instrument qui pourrait éventuellement donner la direction du vent, c'est la girouette. Indication pratique sur le terrain, eh bien, c'est la manche à air. La manche à air qui donne à la fois une indication sur la vitesse, donc quelle est la vitesse du vent, hein, donc en nœud, mais aussi la direction, puisque finalement, cette manche, eh bien, elle va s'orienter justement dans le sens du vent. Ici, lorsque l'on voit une seule partie de la Manche, eh bien, on estime que le vent souffle à une vitesse de 5 nœuds. Lorsqu'on en voit deux parties, les deux parties là sont horizontales, hein, la rouge la première et la blanche la deuxième, alors on estime que la vitesse est autour de 10 nœuds, et puis lorsqu'on en voit 3, vous voyez, c'est 15 nœuds, etc. Donc, 20, 25, et puis effectivement, si elle est bien tendue, voire légèrement montante, évidemment, on aura plus. Quelle est l'origine du vent? Le vent, en fait, est essentiellement dû à une différence de pression entre les points de la surface de la Terre. Donc, celle-ci circule toujours des zones de haute pression vers les zones de basse pression. On va voir un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit, puisqu'on a parlé tout à l'heure des zones de haute pression, à savoir des anticyclones, et des zones de basse pression, à savoir des dépressions. Comment est-ce que ça se passe? Ceci, on va voir que, justement, ces différentes zones régissent finalement le sens du vent. Plus on va avoir des isobars qui seront serrés, eh bien, plus le vent sera fort. Alors, donc voilà, hein, là ici on a des zones de haute pression, hein, et là on voit justement dans ces zones de haute pression, ce sont des zones, donc, enfin je veux dire c'est un anticyclone, hein. Basse pression, c'est donc une dépression. Eh bien voilà, donc ça sera déjà super important à savoir, hein. Le vent va circuler toujours des hautes pressions vers les basses pressions. Lorsqu'il arrive vers les basses pressions,
eh bien, il va s'élever, il va y avoir des ascendances. Au contraire, au-dessus, l'air est plutôt froid, il va avoir tendance à descendre pour arriver dans les zones de haute pression. On sait qu'au niveau du sol, la pression, eh bien, elle est plus importante et on va avoir donc des vents qui sont orientés de cette façon. Qu'est-ce que l'on peut en tirer comme conclusion? Vous voyez qu'ici, vous avez une dépression, zone de basse pression, l'anticyclone, zone de haute pression. On voit que, regardez les pressions, elles sont hautes ici. Les pressions, là, elles sont les plus basses. Eh bien, ça, c'est une règle qu'il faut bien garder en mémoire. Dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère nord, eh bien, le vent tourne toujours dans le sens horaire, tic-tac, tic-tac, pour les anticyclones. Et là, donc, pour une dépression, le vent va toujours tourner dans le sens anti-horaire, dans ce sens-là. D'accord? Voilà pour ceci. Ça, c'est ce qui se passe dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est exactement le contraire. Donc, on a vu d'une façon un peu générale l'origine du vent et puis des choses à bien avoir en tête au niveau des directions que peut prendre le vent. Maintenant, on va voir les différents vents, parce que pour l'instant, on a parlé du vent en général, donc c'était les grands principes. Maintenant, on peut parler des vents, donc il y en a plusieurs, voire même beaucoup, hein, notamment les vents d'altitude. C'est plus communément appelé le jet stream, qui souffle d'ouest en est, voilà, sur des bandes de quelques centaines de kilomètres, et la vitesse peut arriver à être relativement importante. Et bien ça, ce sont des courants qui sont très très utiles, hein, même si on les retrouve à des altitudes donc, de 10 km. Hein. C'est justement c'est à cette hauteur-là que les vols commerciaux vont se passer. Et donc, voilà, hein, tous les vols commerciaux hein, vont se dérouler, enfin, ils vont tout du moins essayer d'exploiter finalement ces courants de jet stream pour pouvoir non seulement raccourcir, bien sûr, la durée du trajet, mais également pour diminuer d'une façon non négligeable la quantité de carburant. Les vents locaux. Alors ça, on a parlé un petit peu de ce qui se passait au niveau global. Hein. Les jet streams, c'est vraiment quelque chose c'est au niveau de la Terre, du globe. Mais localement, il y a aussi des vents. Hein. Vous en connaissez évidemment un certain nombre. Eh bien, voilà. Donc, par exemple, celui-ci. Quel est le nom de ce vent local qui souffle du nord au sud? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Mistral. Le Mistral, donc, qui provient du nord, direction nord-sud, très froid en hiver, très chaud en été, relativement violent. Il souffle aussi pendant plusieurs jours, souvent. Et donc, voilà, il va balayer toute la vallée du Rhône. Et celui-ci, non? Ça vous dit quelque chose? Eh bien, en tous les cas, celui-là, c'est ce qu'on appelle la tramontane. La tramontane, là aussi, c'est un vent froid, sec et violent, qui souffle depuis Toulouse jusqu'à Carcassonne dans cette direction-là et qui va balayer la vallée du Languedoc et puis aussi la plaine du Roussillon. Celui-ci, on peut dire c'est un peu le vent qui est contraire à la tramontane. On appelle ça le vent d'OTAN. Vent d'OTAN, lui également, il va affecter la plaine du Roussillon, l'intérieur du Languedoc, le Midi toulousain, etc.
D'autres vents locaux hein, qui sont importants, qui sont aussi enfin, localement, qui ont leur incidence. Hein, il y en a eu un qu'on appelle la lombarde. La lombarde, c'est celui qui va souffler, par exemple, dans la partie haute-maurienne, hein, au niveau de la frontière italienne, et qui va amener, par exemple, en hiver, de la neige sur ces magnifiques stations de la haute-maurienne. Le grec, également, qui est un vent qui souffle. Alors, je pense que j'ai dû noter ça. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la lombarde. Voilà. Et puis, l'autre en bleu, c'est le grec. Hop, je vais vous le noter comme ceci. Voilà pour ceci. Et enfin, ou presque, les vents liés au relief, hein, phénomène général. Donc, quand on a des zones montagneuses comme ceci, hein, les vents vont avoir tendance à suivre le relief. Donc, du côté au vent, on appelle ça comme ceci, hein, côté au vent, il va y avoir des courants ascendants, hein, et on va voir que cette déviation vers le haut est relativement régulière. Il y a peu de risques ou peu de chances d'avoir des zones tourbillonnaires dans ces zones-là, ce qui n'est pas le cas du côté sous le vent, hein, c'est comme ceci qu'on le note. L'air redescend sous l'effet de son poids et puis là, il apparaît ce qu'on appelle des ondes de relief et là, il peut y avoir naissance de rotors. Les rotors, ce sont donc des tourbillons qui vont être relativement dangereux puisque finalement, vous voyez, si notamment les parapentistes sont pris dans ces zones-là, ça peut être relativement dangereux. Et je parle des parapentistes, mais ça peut être aussi n'importe quel aéronef. Hein. Dès l'instant où on se rend compte qu'on est dans cette zone-là, il y a forcément danger. Danger notamment de voler trop près du sol. L'onde, c'est lorsqu'il y a un relief comme ceci, un peu mouvementé, eh bien, le vent va rebondir finalement d'un relief à l'autre pour atteindre finalement des valeurs qui seront relativement élevées. Hein. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi exploité par les planeurs, par les parapentistes et par n'importe quel d'ailleurs aéronef, puisque finalement, c'est des vents qui vont nous permettre de prendre de l'altitude sans pour autant avoir à consommer trop de carburant. Les brises de pente, alors qu'est-ce que c'est? En montagne, hein, lorsque le vent matinal réchauffe les vallées, la température va augmenter plus vite en bas que sur les sommets. Et donc, il va y avoir une création de courants ascendants le long des pentes. Donc, voilà, au cours de la journée, hein, ces courants ascendants, ils vont continuer. Hein, donc, ça, c'est ce que j'ai noté ici. Ce vent commence à monter en régime au milieu de matinée et forcit jusqu'en début d'après-midi. Hein. Donc, voilà, quasiment toute l'après-midi, il va y avoir il y a de fortes chances d'avoir des vents ascendants. Et bien, justement, hein, les parapentistes, ils vont juste bénéficier de très bonnes conditions de vol dans début d'après-midi. Voilà, début d'après-midi, c'est parfait. Lorsque le soleil, évidemment, disparaît, à partir du moment où il commence à faire nuit, hein, eh bien, évidemment, le phénomène contraire va se produire. Dernier détail, les vents donc liés au passage donc terre-mer. Donc on va voir deux choses, la brise de mer et la brise de terre. La brise de mer, eh bien à quel moment se produit-elle? Et puis de quoi s'agit-il? Bien, dans la journée, la Terre capte mieux les rayons du soleil. Ça veut dire que
le sol va se réchauffer plus vite et il va y avoir donc, puisque le sol va se réchauffer plus vite, l'air va tendance à monter et il va être remplacé par de l'air froid qui va venir de la mer. Donc ici, on appelle ce courant, ici, qui vient de la mer et qui va balayer la Terre, donc qui va aller dans ce sens-là, donc la brise de mer. C'est par exemple pour ceux qui font de la planche à voile ou ceux qui, voilà, qui veulent aussi voler donc au-dessus de la mer, eh bien c'est assez intéressant d'exploiter ce genre de courant, puisque finalement, ce courant va nous renvoyer vers la Terre. Ce qui ne va pas être le cas lorsque le soleil se couche, ou pendant la nuit, ou en vraiment tout début de matinée, hein, et ben, le phénomène donc va plutôt être inversé, hein, et on appellera ceci la brise de terre. Donc, du coup, cette brise de terre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des courants d'air qui vont partir de la Terre et puis aller vers la mer. Donc là, évidemment, on va être entraîné vers la mer. On peut évidemment avoir des conséquences tout à fait fâcheuses. Voilà, c'est la fin de la première partie. La prochaine fois, on verra et puis on en terminera justement sur ce chapitre sur la météorologie et aérologie en étudiant deux choses, les nuages et les phénomènes donc dangereux pour le vol, c'est-à-dire voilà, les précipitations, les orages, les turbulences, voilà, connaître un petit peu à la fois, c'est pour ça que j'ai lié les deux, à la fois les nuages et puis les phénomènes dangereux. Voilà, eh bien parfait, à bientôt.